Hey, comment ça va? Coucou, comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Ça va? Hé, comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Comment ça va à la selle? À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « Comment ça va ?» vient donc en réalité de « Comment ça va ?» à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête « Comment vont nos toilettes ?» C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, à attraper le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast En Selle, un véritable voyage au cœur des toilettes. On est à la grande époque de prise de risque industrielle. Pour la première fois, ce sont les forces de gauche qui accèdent aux affaires. On a toujours considéré que c'était une compétence naturelle des communes. Enfin, c'était le Far West, quoi. En selle, épisode 9, l'affermage. Dans l'épisode 8, nous avons pu comprendre la généralisation d'un système qui est toujours le nôtre aujourd'hui. Celui du couplage, chasse d'eau, tout à l'égout, station d'épuration. Toutes les eaux sont mélangées au même endroit et renvoyées en rivière après qu'elles soient en partie traitées. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé à l'issue de ce voyage à vélo. Et j'aurais très bien pu m'arrêter là. Pourtant, une fois le pied à terre, j'ai continué à me renseigner. J'ai ouvert des livres et très vite, j'ai compris que ma formation d'ingénieur avait orienté mon regard. Depuis le début, je tente de retracer l'évolution de la gestion de nos matières, mais uniquement du point de vue de la technique et des sciences. En faisant cela, je passe complètement à côté d'un point important de l'histoire des toilettes. L'évolution de l'organisation politique et financière de la gestion de l'eau en France. Afin de compléter ce tableau, je suis donc allé rencontrer 2 nouvelles personnes. Ces interviews ont eu lieu pendant que je réalisais les premiers épisodes du podcast. Cela faisait des mois que je n'avais pas fait d'interview. Ça m'a fait un bien fou de me retrouver à nouveau dans cette position d'écoute, avec mon air curieux et de poser toutes mes questions. Comme pour la plupart des personnages de cette histoire, je rencontre Christelle Pezon à Paris. Elle enseigne au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. C'est donc tout naturellement qu'elle me reçoit dans son bureau. En fouillant sur le net, j'ai découvert la thèse qu'elle avait réalisée en 1999 sur l'histoire des services d'eau potable en France. Ce que je ne savais pas, c'est que Christelle a une carrière professionnelle très variée. Après avoir obtenu le titre de maître de conférence, elle part à l'université de Montpellier pour diriger le master gestion de l'eau et prend la direction du laboratoire de recherche du même nom. Au bout de quelques années, elle quitte le monde de la recherche pour rejoindre une ONG internationale et va travailler dans les pays où l'accès à l'eau reste difficile, comme notamment en Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Aujourd'hui, Christelle possède 2 casquettes, une activité d'enseignante au CNAM et un rôle de consultante pour l'UNICEF et la Banque mondiale. Après avoir découvert ce long parcours, je lui demande de réaliser un exercice délicat. Me retracer de manière chronologique et avec des mots simples l'évolution des services d'eau dans l'histoire de notre pays. Et pour cela, revenons un petit peu en arrière, à la fin du 19e siècle, lorsque les premiers grands industriels de l'eau ont commencé à émerger. En termes de mode de gestion, il y a eu effectivement 3 périodes. Une première période, celle des premiers réseaux urbains. Christelle Pezon, chercheuse en gestion de l'eau. Les premiers réseaux d'eau en France et ailleurs ont été déployés par des industriels, donc par des compagnies privées, qui intervenaient sous contrat avec des collectivités à qui il ne venait pas à l'idée de faire ça elle-même, puisqu'elle n'avait pas la compétence industrielle et qu'elle n'entendait pas prendre le risque de vendre un service sans savoir si il serait rentable ou pas. La Compagnie Générale des Eaux, elle naît en 1853.
La Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, née une trentaine d'années plus tard, 1880-1881. C'est la grande époque des concessions. Une concession, c'est un type de contrat entre une collectivité et un industriel, selon lequel l'industriel prend tous les risques. Ça veut dire qu'il finance les investissements, il exploite les équipements qu'il a lui-même financés pour une durée très longue, parce qu'on parle d'équipements très longs. À l'époque, on ne sait pas combien de temps va durer un tuyau, mais on se doute que ça va être un certain temps. Et donc, on copie en fait ce qui s'est passé dans le secteur ferroviaire et on fait des concessions de 99 ans. Donc, ça veut dire que la commune est liée pendant 99 ans avec un industriel qui se débrouille pour rentabiliser son service. Ce que ne dit pas Christelle ici, c'est qu'à la fin du 19e siècle, 2 services de distribution d'eau potable coexistaient. D'un côté, nous avions un système avec des canalisations qui arrivent directement dans les immeubles et qui distribuaient l'eau potable de manière individuelle. C'est ce que l'on appelait le service privé. Et de l'autre, un système qui mettait à disposition de l'eau gratuitement dans les rues au niveau des bornes fontaines. C'est ce que l'on appelait le service public. Celui-ci est maintenu pendant de nombreuses années puisqu'il était impossible d'apporter l'eau dans tous les immeubles du jour au lendemain. Enterrer et tirer des canalisations coûte extrêmement cher. Faire ces investissements sur une courte période de temps aurait sûrement entraîné la faillite des concessionnaires. C'est pourquoi, avant de réaliser les travaux et d'amener l'eau potable dans une rue, ils attendaient que suffisamment d'habitants d'une même rue en fassent la demande. Ces mêmes concessionnaires étaient donc chargés de faire fonctionner les 2 services, le public et le privé. D'un côté, c'était la commune qui payait, alors que de l'autre, c'était chaque usager qui réglait sa facture en fonction de sa consommation personnelle. De cette façon, la commune lui assurait des recettes financières stables, là où le service privé était plus ou moins rentable, puisqu'il dépendait du nombre d'usagers et de la quantité de mètres cubes consommés. Ces 2 rentrées d'argent différentes rendaient ainsi le modèle de la concession viable économiquement. Sans la gestion des fontaines publiques qui lui étaient confiées, le concessionnaire n'aurait jamais pu rentabiliser son activité. Donc ça, c'est la première phase concessionnaire, 1850-1880. Et puis, entre-temps, donc il y a des progrès technologiques importants qui sont faits, notamment dans la capacité à mesurer les impuretés de l'eau et surtout à relier en fait certaines maladies et à considérer qu'elles sont d'origine hydrique. Donc c'est les grandes découvertes de Pasteur et de son équipe. Et les communes se rendent compte que d'avoir un concessionnaire ne garantit pas la qualité de l'eau qui est donnée aux populations. Il y a eu des crises de choléra en banlieue lyonnaise alors que la Compagnie Générale des Eaux était exploitante, je veux dire. Donc les villes sont furieuses, se rendent compte que ces contrats-là, ça va pas. En fait, le service d'eau commence à changer de nature à leurs yeux. Ça veut dire que finalement, ce qu'il faut, c'est pas amener de l'eau dans une fontaine, c'est amener de l'eau chez les gens. Donc il faut que le service privé fasse partie intégrante du service public. Il faut que le service public se déploie et intègre ce service privé. Les communes râlent, elles font des procès, elles arrivent au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, c'est la haute cour administrative dont la mission est de protéger les personnes privées des abus de la puissance publique. C'est quand même ça le Conseil d'État en 2 mots. Et donc le Conseil d'État leur dit non mais pas du tout, vous avez signé des contrats pour 99 ans, le concessionnaire est en droit de, si vous voulez plus, il faut payer plus. Donc les contrats de concession, les communes n'en signent plus, mais ceux qui existent continuent, à l'exception de quelques-uns qui sont cassés par les communes à grands frais, puisque quand vous cassez un contrat qui dure 99 ans, au bout de 50, vous devez 49 ans de bénéfices au concessionnaire. Donc ça veut dire que la concession, c'est terminé. Toute cette histoire en matière de gestion et d'opposition entre la gestion publique et la gestion privée, sur le long temps, on a eu constamment des retours de balancier. Un moment, c'est la gestion privée qui s'impose, un moment, c'est la gestion publique, et ça n'a pas cessé, ça a continué. Marc Lémé, journaliste, spécialiste de l'eau. Et là, il y a quelque chose qui se produit en 1884, c'est qu'en fait, pour la première fois, ce sont les forces de gauche qui accèdent aux affaires. Ma rencontre avec Marc se fait tout d'abord au travers d'une fine couche de cellulose. En effet, j'ai découvert Marc Lémé en lisant ses écrits. C'était quelques mois avant notre voyage à vélo.
À ce moment-là, j'étais abonné au Monde Diplomatique, un journal dont je suis absolument fan. C'était la première fois que je lisais des propos aussi engagés et critiques sur le modèle de l'eau actuel. Jusqu'ici, je ne m'étais jamais posé la question du bien fondé de ce modèle et encore moins de l'organisation politique de la gestion de l'eau en France. J'ai donc poussé mes recherches plus loin en lisant son premier livre, Le dossier de l'eau, pénurie, pollution, corruption. Puis, j'ai commencé à suivre son blog Eau glacée, dans lequel il s'exprime librement sur les dernières actualités de l'eau en France. Après quelques échanges mails, Marc est emballé par mon histoire de voyage à vélo. Il m'invite donc à passer dans son petit appartement parisien situé entre la rue de la Mare, la place des Sources et la rue des Cascades. Là, je crois qu'on peut dire qu'il a les deux mains dedans. Initialement, Marc Lémé est journaliste. Il a notamment travaillé pour le Canard enchaîné, sur les dossiers du Canard, des dossiers thématiques qui sortaient chaque trimestre sur un sujet d'actualité. Son premier livre fut un véritable événement médiatique, puisque par chance, il est sorti au moment du Forum mondial de l'eau à Kyoto en 2003. Marc s'est alors retrouvé parachuté sur tous les plateaux télé et radio du pays. C'est un fervent défenseur des services publics et de la gestion de l'eau en régie. Il ne s'en cache pas. Mais justement, ne sautons pas les étapes et revenons à cette histoire des services d'eau, des éléments de confort qui n'étaient pas considérés comme les plus importants à leur début. Jusque-là, sous Napoléon III, la priorité, c'était l'éducation, la santé. Donc en fait, on construisait des hôpitaux et des écoles, mais tout ce qui était assainissement, tout ça, c'était pas important. Et donc, dans les municipalités conquises par les forces de gauche à l'époque, qui s'incarnaient notamment dans le Parti radical, l'enjeu de l'eau devient un enjeu technique, mais aussi sociopolitique. Et donc, contrairement à la première phase où c'est le modèle de la concession qui s'était imposé, là on va avoir un premier retour à la gestion publique directe. On entre dans une deuxième phase où en fait les communes considèrent que l'eau à domicile c'est un service public. Et l'eau a la grande particularité par rapport aux autres services publics d'avoir toujours pu être gérée par les communes. C'est-à-dire que longtemps, les communes, on leur a dit vous ne pouvez pas faire de l'énergie, vous ne pouvez pas faire des transports, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Il y a des risques industriels et commerciaux attachés à ces services, donc ce n'est pas du tout dans vos cordes. Il faut laisser les entreprises privées s'en occuper. Et il n'est qu'en cas de défaillance de ces entreprises, c'est-à-dire si aucune ne se propose pour faire ça chez vous, qu'éventuellement vous pouvez le faire vous-même. Dans l'eau, ça n'a jamais été le cas. On a toujours considéré, y compris le Conseil d'État, que c'était une compétence naturelle des communes. C'est pour ça que ce mouvement de gestion publique des services d'eau a commencé bien avant d'autres services publics, parce qu'il n'y a jamais eu d'obstacle à ce que les communes le fassent elles-mêmes. Jusqu'à la guerre de 14, en gros, il y a un regain de la gestion publique, mais la situation demeure un peu figée. Et là, étonnamment, la Première Guerre mondiale a eu un vrai impact. C'est qu'en fait, tous les contrats de concession qui avaient été passés depuis l'origine, notamment par la Générale des Eaux, puis la Lyonnaise des Eaux, n'avaient pas du tout anticipé ce qui allait passer au sortir de la guerre, donc une inflation absolument démente. Pour alimenter une ville en eau, il faut d'abord pouvoir la puiser. En France, plus des 2/3 de l'eau potable provient des nappes phréatiques. Il faut donc utiliser une pompe pour remonter cette eau cristalline à la surface et pouvoir la stocker dans cette immense cuve que l'on nomme le château d'eau. Une fois bloquée dans cette tour d'ivoire, généralement située au point haut des villes, une seconde pompe est actionnée pour envoyer l'eau dans le réseau de canalisation qui alimente les habitants. Pour faire fonctionner ces pompes, nous utilisons aujourd'hui de l'électricité. Mais au début du XXe siècle, la principale énergie était le charbon. Avant la Première Guerre, le prix du charbon ne fluctuant pas, les concessionnaires n'imaginaient pas une seule seconde pouvoir perdre de l'argent sur cet achat. C'est pourquoi les contrats de concession ne disposaient d'aucune clause permettant de mettre à jour le prix de l'eau lorsque le prix de l'énergie augmentait. Aujourd'hui, cette situation a évolué et le prix de l'eau est indexé sur celui de l'électricité. Mais lors de la guerre, les contrats de concession se sont retrouvés déficitaires. Les communes se sont donc petit à petit tournées vers un nouveau mode de gestion, la régie publique. On choisit la régie parce qu'avec la régie, il n'y avait absolument aucune limite à la capacité des élus à subventionner ces services. La régie la plus basique, qu'on appelle rétrospectivement la régie simple,
elle n'a pas de budget propre. Donc ça veut dire que les dépenses de cette régie sont noyées dans le budget communal. On est incapable de calculer ce que coûte le service d'eau. On n'a pas les moyens comptables pour faire ça. Et c'est pas important, c'est pas le problème, quoi. C'est pas ce qu'on cherche de toute façon à savoir. On demande à la marge aux usagers de financer une partie des coûts d'exploitation. Et c'est tout. Donc à quel moment ça devient important de compter, finalement? Parce que c'est ça la bonne question. Eh bien, ça devient important dans deux situations. Ça devient important quand les communes mutualisent, donc notamment dans les syndicats, où là, je veux dire, il ne s'agit pas juste de ces ressources, il s'agit aussi des ressources des autres. La loi qui crée les syndicats, c'est 1890. À l'origine, elle n'est pas du tout faite pour gérer les services publics, mais enfin, de fait, elle trouve son utilité dans la gestion des services publics en réseau, de type eau, énergie, transport, etc. Et les syndicats ont souvent été une façon de dire, c'est pas à notre échelle qu'on peut faire les choses, donc on va créer un syndicat, mais on veut plus s'en occuper si c'est pas notre service communal, donc on délègue. Et la montée de la délégation est concomitante à celle des structures intercommunales de gestion des services d'eau. Les opérateurs d'eau français, historiquement, ne sont pas urbains. Ils sont nés en ville, d'où ils ont été évincés. Leur particularité par rapport à tous les autres pays développés, c'est qu'ils ne sont pas morts. Ça veut dire que si vous regardez ce qui s'est passé à la même époque en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, les opérateurs privés, ils sont morts. C'est ça la particularité de la France. C'est qu'ils ne sont pas morts et que donc, quand la gestion privée est devenue à la mode, ils étaient là, quoi. Déjà pour pousser pour qu'elle soit à la mode, mais ensuite pour candidater sur des marchés. Ils ne sont pas morts grâce à l'affermage. L'affermage est né, lui, pendant la Grande Guerre. La Grande Guerre, elle met fin à une période qui a duré plus de 100 ans de stabilité absolue des prix. Il n'y a pas d'inflation. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des contrats qui durent 99 ans. C'est parce qu'il n'y a pas d'augmentation des prix. Donc là, du jour au lendemain, les exploitations, les concessionnaires sont en déséquilibre. Ils sont au bord de la faillite. Et c'est leur tour d'aller voir le juge en disant « Ah, il faut absolument faire évoluer nos contrats parce que sinon on ne s'en sort pas ». Et là, le Conseil d'État, qui ne veut pas que les concessionnaires meurent, invente l'affermage. L'affermage, c'est quoi? C'est un contrat qui répartit différemment les responsabilités du public et du privé en matière d'investissement. C'est-à-dire qu'en affermage, l'opérateur privé, il ne finance pas les investissements. C'est l'autorité publique qui les finance. Le fermier, il exploite et c'est tout. Je n'aurais jamais pensé devoir vous dire ça un jour, mais allez, c'est parti pour une petite leçon de comptabilité et de gestion. Pour comprendre l'état de santé financier d'une commune, d'une entreprise ou d'une association, vous allez chercher à comparer l'argent qui rentre à celui qui sort, c'est-à-dire celui que vous allez gagner, les recettes, à celui que vous allez perdre, les dépenses. Pour vous aider à le visualiser, représentez-vous un tableau à 2 colonnes, les recettes à gauche et les dépenses à droite. Dans un service public, c'est la même chose, sauf que l'on va distinguer d'un côté les investissements et de l'autre l'exploitation. L'exploitation, c'est le plus simple à comprendre. C'est le fonctionnement quotidien du service une fois qu'il est en place. Pour un service d'eau potable, les recettes d'exploitation seront constituées essentiellement des factures d'eau payées par les abonnés. Les dépenses d'exploitation rassemblent quant à elles l'ensemble des dépenses quotidiennes d'un système d'alimentation en eau, comme par exemple l'énergie utilisée pour faire tourner les pompes, le salaire des travailleurs, la maintenance d'un équipement tel que le changement d'un compteur ou encore l'entretien du château d'eau. En gros, toutes les opérations quotidiennes qui consistent à exploiter le service d'eau potable. Les investissements, par contre, c'est complètement différent. Dans les recettes d'investissement, on va trouver toutes les subventions allouées à la construction d'un ouvrage. Elles proviennent d'un organisme extérieur comme par exemple l'État, le département ou l'agence de l'eau. Les dépenses d'investissement, quant à elles, concernent principalement les emprunts et dettes contractés par les communes pour réaliser un ouvrage. Si les comptes sont bien gérés, les recettes d'exploitation doivent équilibrer les dépenses d'exploitation. Et les recettes d'investissement doivent équilibrer les dépenses d'investissement. Chaque tableau doit être à l'équilibre. Il faut bien comprendre qu'il y a les investissements d'un côté et l'exploitation de l'autre, parce qu'en concession, le concessionnaire, il finance tout. En affermage, le fermier, il ne finance que l'exploitation. Et l'exploitation, c'est peanuts par rapport aux investissements. Donc ça veut dire qu'en inventant l'affermage,
le Conseil d'État dégage des concessionnaires de l'obligation de financer les services et limite leur responsabilité à l'exploitation. Et alors ça change tout. Pourquoi ? Ça change tout parce que du jour au lendemain, les maîtres d'ouvrage publics, donc les communes, sont maîtresses des investissements. Quand vous êtes dans un contrat avec un prix qui est fixe et qui ne doit pas bouger parce qu'il n'y a pas d'inflation pendant 99 ans et que vous êtes une commune, vous vous fichez éperdument de ce que coûte le service parce que ce n'est pas votre problème. Quand vous passez à une régulation où, pour le coup, c'est vous qui définissez le prix et vous allez le définir en fonction des coûts, les coûts deviennent très importants. Il faut que vous les connaissiez, ces coûts, parce que sinon vous ne pourrez pas ajuster le service. Et vous êtes obligé d'ajuster ce prix parce que le prix d'énergie augmente, le prix de la main-d'œuvre augmente, et donc vous ne pouvez pas signer un contrat pour 99 ans qui ne bouge pas. Vous êtes obligé de signer un contrat plus court. Il est plus court parce que le fermier il n'a plus d'investissement à payer, donc il n'y a aucune raison qu'il ait un contrat très long. Et vous signez aussi un contrat plus court parce que vous donnez la possibilité de renégocier régulièrement le prix du service d'eau en fonction des coûts du fermier. Donc ça veut dire qu'en termes de compétences, on ne parle pas du tout de la même chose. Il faut que la commune, elle sache lire des comptes, faire de la comptabilité analytique, qu'elle ait accès à ces documents-là, etc., etc. Vous êtes élu d'une commune et votre station d'épuration déborde. N'hésitez pas une seule seconde. Confiez votre assainissement à la fine fleur de l'industrie française. Choisissez l'affermage. Compagnie Ansel, épisode 9. Modèle de loi française. T'es plus 100 ans dans les bacs, on gère ta step. Et si ça bouge dans ton évac, on gère ta step. Tranquillement dans ton kayak, on gère ta step. Pas de quoi être paranoïaque, non, on gère ta step. On gère ta step. La fabrique Ansel, de la cuvette à votre assiette. Et là, on va rentrer dans une nouvelle phase avec, à partir de 1945, toute la période de la reconstruction. On a un exode rural très important qui va se produire à ce moment-là, donc il y a un besoin d'infrastructure. On est en présence d'un État acteur économique majeur, aménageur du territoire, etc. Donc avec des plans quinquennaux et tout le tralala. Enfin, on est dans un État qui est très très volontaire. Mais on est aussi en face d'un État qui est un grand rationalisateur. Il ne veut pas que les communes fassent n'importe quoi. Et donc c'est lui en fait qui va piloter le processus. Et il va le faire en s'appuyant sur les groupes d'eau qui ont survécu à la Grande Guerre, en passant une sorte de deal en fait. Le deal c'est quoi ? C'est de dire on a 30 000 communes rurales à équiper, on a des ingénieurs, du génie rural des eaux et des forêts, qui sont postés dans les départements, c'est des ingénieurs de très haut niveau, qui ont à la fois en responsabilité la gestion des ressources en eau pour éviter les conflits d'usage, qui savent faire des réseaux, qui sont compétents pour traiter l'eau, etc. Et donc ces ingénieurs vont être chargés de décider quelle ressource va être utilisée où et par qui et comment. Ces ingénieurs ont bien conscience que les communes sont incapables de gérer ces réseaux. Et donc ils délèguent. Ce qui fait qu'en quelques années, la Compagnie Générale des Eaux, elle passe d'une présence dans une quinzaine de départements à une présence dans 70, quoi. Et le même phénomène se produit dans les petites villes où là c'est les ingénieurs des ponts, pour le coup, qui sont à la manœuvre et qui font les mêmes actions, mais eux enjoignent les communes à rejoindre les syndicats périurbains qui existent et qui sont tous en situation de délégation. À la fin des 60, début des années 70, il y a un peu de mouvement. Donc il y a ce mouvement-là qui est un mouvement technico-économique en fait, qui est piloté par les ingénieurs. Puis il y a un mouvement de type plus administratif, qui a un bras de fer permanent entre l'État et les communes, où l'État demande aux communes de gérer leurs services d'eau de manière rationnelle, d'adopter des structures de gestion qui ne soient pas cette espèce de régie où on ne sait pas combien on dépense pour l'eau, etc. Et auxquelles les communes s'opposent. Les communes, elles veulent pouvoir gérer leurs choses à leur façon. Et à un moment, alors est-ce que c'est l'État qui en a marre ? Est-ce que c'est les opérateurs privés qui poussent pour pouvoir s'installer de manière plus commode en milieu urbain ? Toujours est-il qu'à la fin des années 60, l'État donne un coup de pouce énorme à la délégation en décidant d'exonérer du paiement de la TVA tous les investissements qui sont faits dans le cadre de l'affermage. Et c'est exactement à ce moment-là que la délégation prend le pas sur la gestion publique en France. Les années 1970 marquent donc l'apogée de l'affermage. Ce nouveau mode de gestion des services d'eau et d'assainissement où l'entreprise privée, appelée délégataire, s'occupe uniquement de faire fonctionner le service au quotidien. Par la suite, ce mode de gestion va s'étendre à tout un tas d'autres services publics comme ceux des transports, de l'énergie ou encore des déchets.
Et ce copier-coller va se déclencher à partir des années 80 avec l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir et en particulier des lois de 1982 et 1983 portées par le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre. On les appelle les lois de décentralisation. Décentralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État arrête de leur dire ce qu'elles doivent faire, dépenser leur argent de cette façon-là et pas d'une autre. Donc une espèce de liberté comme ça énorme qui est donnée aux communes sans aucune contrepartie. Et là, il y a une sorte de compétition des territoires qui se met en place, quoi. Ça veut dire que moi je veux un nouvel hôtel de ville, moi je veux un métro, moi je veux ceci, moi je veux cela. Il n'y a pas d'argent pour le faire, donc il y a des opérateurs privés qui tapent à la porte en disant mais vous savez, si vous déléguez votre service d'eau et by the way votre service d'assainissement, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous, etc. C'est là qu'on a vu se déployer toutes les affaires politico-financières. À l'époque, il n'y avait pas de parquet national financier, la loi Sapin n'existait pas, donc c'était mais n'importe quoi. Dans cette période-là, il y a eu une affaire célèbre en Angoulême avec son maire socialiste, M. Boucheron. Après, on a les affaires Urbain Graco. On a l'affaire qui a valu sa mise en examen, au défunt Henri Emmanuelli. Donc il y a eu une floraison d'affaires politico-financières à l'époque qui a pris des proportions absolument invraisemblables. Et là, massivement, en l'espace de 10 ans, toutes les grandes villes délèguent leurs services d'eau. Et le plus souvent aussi leurs services d'assainissement. En l'espace de 20 ans, ils passent de, 45-50% de la population à 90%, quoi. C'est parce que toutes les grandes villes tombent. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un processus pendant lequel, jusqu'en 80 en fait, la population desservie, soit par la gestion publique, soit par la gestion déléguée, augmente. Et depuis 70, en effet, la gestion déléguée a pris le pas et a culminé dans les années 90 au point de desservir 80% de la population française. Concession, régie publique, affermage, 3 modes de gestion différents qui ont influencé la gestion de l'eau au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, le modèle des concessions a pratiquement disparu de la circulation dans le domaine de l'eau. En revanche, la régie publique et l'affermage s'affrontent toujours. Leur nombre fluctue au gré des élections et des volontés politiques. Depuis une vingtaine d'années, la courbe d'augmentation du nombre de délégations de services publics s'inverse. On observe en effet un regain des régies publiques que l'on peut tenter d'expliquer par 3 points. Petit 1, une mobilisation citoyenne faisant suite à de nombreux scandales politico-financiers. Petit 2, l'arrivée à la tête des municipalités de partis comme Europe Écologie Les Verts. Et petit 3, le transfert des services d'eau aux intercommunalités. Ce dernier point est très important. C'est l'une des évolutions majeures que nous vivons actuellement en matière d'organisation sociale et politique de l'eau. Elle est d'ailleurs très critiquée par les communes qui se sentent dépossédées. Mais nous l'aborderons une prochaine fois, elle mérite un épisode à part entière. Avant de clôturer cette saison, je tiens à remercier Christelle et Marc. Ils m'ont livré leurs analyses sans filtre sur des sujets faisant souvent l'objet de batailles politiques. Ce 9e épisode est bien la fin de la saison 1 du podcast Ancel. Merci pour votre oreille attentive et pour votre soutien tout au long de ce voyage. Je suis très heureux d'avoir réussi à terminer cette première saison. Mais je n'aurais jamais pu y arriver sans les incroyables personnes que sont Nathan, Florian, Caroline, Plex, Jérémy, Anna Solène, Marine, Fabien et tous les autres. Cette première histoire des toilettes me donne envie d'en raconter d'autres. Je souhaite désormais rentrer plus en détail sur le fonctionnement du système actuel, sur ses avantages et sur ses inconvénients. Peut-être même y intégrer des visites d'ouvrage, vous plongeant au cœur de la machine. C'est pourquoi, après une pause bien méritée, j'envisage de réaliser un 2e volet de ce podcast. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Malgré nos soutiens, il nous manque encore quelques écus pour envisager sereinement la saison 2. Alors si cette première saison vous a plu et que vous souhaitez que l'aventure continue, n'hésitez pas à contribuer au financement participatif sur ancel.fr. Merci, bisous et à bientôt.
allô? Production Ancel? Ah mais enfin vous répondez, c'est Dr Poop à l'appareil. Je souhaiterais parler à Victor Ledoux, l'auteur de ce podcast. Oui, c'est moi-même. Ah mais je vous tombez bien, ça fait 9 épisodes que j'essaie de vous joindre et je tombe systématiquement sur votre répondeur. À se demander à quoi vous sert ce numéro. C'est vrai, je m'excuse. Avec la production du podcast, nous avions la tête dans le guidon. Nous n'avons pas du tout eu le temps de répondre aux questions des auditeuristes. Oui, bon, je comprends, mais quand même, j'avais des informations de la plus haute importance à vous transmettre pour vous protéger des critiques. Vous avez fait pas mal d'erreurs en début de saison et je pensais pouvoir vous aider. Vous avez complètement raison. Certains épisodes sont un peu bancals. Nous avons essayé de simplifier au maximum les notions pour rendre le podcast intelligible. Mais il nous est arrivé de l'avoir fait au détriment de l'exactitude et de la justesse du propos. J'espère que cela n'a pas trop agressé vos oreilles. Ah si, un peu, je dois l'avouer. Mais c'est généralement ce qui arrive lorsque l'on reste plongé trop longtemps au fond de la cuvette et qu'on ne fait pas appel à des experts comme moi. Monsieur Dr Poop, je n'ose regarder la taille de vos chevilles. Mais dites-moi, puisque vous en parlez, je vais vous prendre au mot. Que diriez-vous de rejoindre l'équipe lors de la prochaine saison? Vous pourriez être une sorte de caution scientifique. À chaque écriture, vous seriez le fact-checker officiel d'Ancel. Un titre honorifique pour un chercheur de merde comme vous. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à un tel retournement de situation. En 40 ans de recherche, jamais personne ne m'avait fait une telle proposition. À croire que tant d'années à trifouiller les étrons dans tous les sens me rendent aujourd'hui indispensable à la cause. Bon, laissez-moi réfléchir 2 minutes. C'est bon, j'accepte. Mais à une seule condition, je souhaiterais visiter et tester les toilettes de tous les membres de l'équipe d'Ancel. Je dois m'assurer que tout le monde recycle bien ses matières et les transforme en engrais. L'état de vos potagers sera pour moi la meilleure manière d'en juger. Montrez-moi vos toilettes et je vous dirai qui vous êtes. Je comprends votre méfiance, mais comprenez aussi que cette demande puisse embarrasser certains d'entre nous. Pénétrer ainsi notre intimité est une chose délicate. Je dois d'abord m'assurer du consentement de chacun et de chacune. Si d'ici une semaine vous ne recevez aucun appel, c'est que nous avons déféqué dans nos écuelles. D'accord, marché conclu. J'attends de vos nouvelles. J'espère que votre digestion sera positive et que nous nous reverrons bientôt à la selle. De même, passez le bonjour à votre microbiote de ma part. Au revoir, Dr Poop. Et au nom de toute l'équipe d'Ancel, je vous souhaite un très bon soulagement. Ah mais merci, à vous aussi, et à bientôt alors. Bisous, Dr Poop.